L'équipage est potentiellement sur le point de se briser, mais un événement va ramener tout le monde à la réalité et à les rassembler contre un ennemi commun. La reddition de Robin fera oublier le temps d'un arc tous les problèmes qui entourent l'équipage au chapeau de paille, et le conduira vers l'île de la justice, un endroit sacré pour le gouvernement mondial et qui marque par principe la fin de la vie d'un criminel, Enies Lobby. C'est une épreuve d'un tout autre niveau que va devoir braver chacun des membres pour sauver leur ami, mais personne n'a peur de foncer droit devant, quitte à choquer le monde entier. L'arc Enies Lobby est un des plus marquants et avec un des impacts les plus grands de tout One Piece. Les Mugiwara entrent dans une toute autre sphère en s'en prenant directement à l'ordre mondial, dans le seul et unique but de sauver une des leurs. Et c'est ce qui fait qu'au-delà des combats qui sont omniprésents dans cet arc, ce dernier est bel et bien placé sous le signe de la cohésion et de l'entraide, donc précisément ce qui leur manquait depuis un moment. Il est considéré par certains comme le meilleur arc de One Piece, ou en tout cas le meilleur avant l'ellipse, et je mentirais si je disais que je ne comprenais pas pourquoi certains ont cet avis. Entre combats dantesques et tensions clairement palpables tout du long, Enies Lobby a marqué les esprits de tous ceux qui l'ont lu ou regardé. Vous êtes en train de regarder l'épisode final d'une trilogie sur le thème de One Piece. Les 2 épisodes précédents sont sortis durant les 2 dernières semaines, n'hésitez pas à aller les voir, je mets les liens dans la description. Et avant de commencer à parler du sujet de cette vidéo, je vous fais les rappels de d'habitude. Si vous aimez mon contenu en général, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, mais surtout à vous abonner. Je suis très curieux de voir quels avis vous avez sur l'arc Enies Lobby, alors n'hésitez pas à me le donner, sachez que je lis tous les commentaires qu'on me laisse. Maintenant, il est temps de plonger dans un des arcs les plus remarquables de One Piece, et la fin d'une saga qui a pour thème la rupture et la réunification d'un équipage, l'arc Enies Lobby. Enies Lobby est le 16e arc de One Piece. Il se situe entre le tome 39 et le tome 44 du manga, il contient 56 chapitres, il est donc un poil plus long que Water 7, dont il est la suite directe. Après avoir pris le train des mers et vaincu l'Aqua Laguna, Luffy et les hommes de Water 7 arrivent enfin à Enies Lobby dans le but de sauver Robin des griffes du CP9. Entre combat et révélation sur le passé du monde, Luffy et les autres sont peut-être en face de l'épreuve la plus impressionnante qu'ils aient vécue, et une chose est sûre, plus rien ne sera jamais comme avant. On va commencer par un point que j'ai pas abordé durant l'épisode précédent sur Water 7, Luffy est arrivé à rassembler les forces des ouvriers de la Gale et la compagnie et de la Franky Family. Même si effectivement ils sont motivés par un objectif et un ennemi commun, on retrouve quand même quelque chose que dira Mihawk durant l'arc Marineford, Luffy a la capacité de rassembler les gens autour de lui, et c'est quelque chose qui peut le rendre encore plus dangereux. L'union de tout le monde fait en plus vraiment des ravages. L'attaque sur Enies Lobby est une des plus violentes que l'île n'ait jamais encaissées, qu'il s'agisse de Luffy qui arrive à vaincre 10 000 soldats à lui tout seul, ou l'alliance des autres qui arrive à retourner une des institutions les plus importantes du monde de One Piece, on voit vraiment que l'union fait la force. Même Usopp, Sniper King, arrive à se rendre utile en utilisant un de ses meilleurs atouts, le mensonge. Et je pense que cette partie de l'histoire a pour but de lui faire réaliser que même s'il n'a pas de force, il possède bien des facultés qui le rendent digne d'être dans l'équipage. Et en parlant de facultés, Luffy est bien celui qui a le plus progressé de tout ce groupe. C'est à ce moment de l'histoire qu'il développe une de ses techniques les plus emblématiques, le Gear Second. On voit d'ailleurs les inspirations d'Eiichiro Oda puisque même si l'apparence ressemble beaucoup à la technique du Kaioken de Dragon Ball Z, la mécanique du Gear ressemble un peu plus à celle des Super Saiyan. Mais plus qu'une technique emblématique, j'estime que le Gear est une réponse aux défis qui se profilent à l'horizon. Alors que les ennemis se font toujours plus nombreux et plus forts, Luffy a trouvé la solution à sa quête de puissance, du moins pour l'instant. Le fonctionnement du Gear est assez recherché. La pression sanguine du chapeau de paille est grandement accélérée et il peut encaisser le choc grâce à ses organes qui eux aussi sont faits de caoutchouc. Cette accélération le rend plus rapide et plus fort, il peut d'ailleurs utiliser un des 6 pouvoirs, preuve qu'il est capable de s'adapter et surtout d'apprendre de ses ennemis. Plus tard dans l'arc, on verra aussi le Gear Third, qui est une technique complètement différente mais aussi intéressante à son échelle. Elle permet de faire moins de choses et d'ailleurs elle sera moins développée à l'avenir, mais elle nous offre des doubles pages assez impressionnantes durant le combat final contre Lucci. Mais revenons-en à la première apparition du Gear Second, grâce à ça Luffy arrive à vaincre Blueno, et c'est lors de la confrontation avec Robin et des révélations sur son passé. Le flashback de Robin est un des plus intéressants de tout One Piece. Et non, je ne parle pas forcément des plus tristes, ça c'est subjectif, je parle bien d'un des flashbacks avec le plus d'informations utiles pour la suite. On apprend tout de son passé, de ses liens avec les archéologues d'Ohara, à sa destruction complète, et de sa fuite jusqu'à sa rencontre avec Crocodile. Robin est pourchassée car elle sait lire les poneglyphes, mais aussi parce qu'elle est la seule à pouvoir perpétuer la volonté d'Ohara, qui désirait faire la lumière sur les événements du siècle oublié. À ce moment de l'histoire, les seules informations dont on dispose concernent l'existence d'un gigantesque royaume. On n'aura pas son nom d'ailleurs, et sachez qu'on ne l'a toujours pas non plus à l'heure où j'écris cette vidéo, quoi qu'on s'en rapproche un peu maintenant. Tout le reste a été balayé par un Buster Call, soit une frappe militaire destructrice. Ce Buster Call a été dirigé par Aokiji, qui était vice-amiral à l'époque. Pour respecter les ordres de sa hiérarchie, il a été contraint de tuer un de ses meilleurs amis qui avait déserté. Mais il a volontairement laissé Robin s'échapper pour voir ce qu'elle deviendrait dans l'avenir. Son flashback se termine par sa solitude constante et la révélation de sa prime alors qu'elle n'a que 8 ans, ce qui nous montre que le GM n'a définitivement aucune race dès qu'il s'agit de défendre ses intérêts.
Une fois que l'équipage apprend cette histoire, leur décision ne se fait pas attendre. Pour montrer leur unité, ils décident de se faire le même ennemi que Robin en déclarant ouvertement la guerre au gouvernement mondial. Ça donne d'une part une des scènes les plus badass de tout One Piece, mais d'autre part ça montre que malgré les dissensions au sein de l'équipage, tout le monde est capable de se mobiliser et de se sacrifier pour un des leurs. Et c'est quelque chose qu'on avait besoin de voir en tant que spectateur après autant de chaos. Les enjeux sont posés, il est maintenant temps de passer au climax de cet arc et de cette saga, avec les combats. Chacun devra s'occuper d'un des membres du CP9 et globalement je trouve que chacun des Mugiwara a plutôt été respecté. Et c'est un des seuls arcs, voire le seul, où je trouve que c'est le cas. Même si tout le monde n'a pas le même talent au combat, les personnages comme Nami ou Chopper ont quand même eu un moment de gloire et ça fait toujours plaisir. Si on enlève celui du capitaine, les meilleurs combats sont évidemment ceux de Zoro et de Sanji. Le second du futur roi des pirates affronte Kaku, qui par le plus grand des hasards est aussi un sabreur, et sa nouvelle technique est une de mes préférées du manga. Ashura prouve qu'il a encore progressé dans sa maîtrise du sabre, et il rapproche Zoro encore plus de son image de démon. Ashura vient de Asura, et dans le bouddhisme japonais, c'est une divinité protectrice qui possède 6 bras et 3 têtes, mais elle représente aussi un démon dans la mythologie hindouiste. Sanji nous montre pour la première fois son nouveau power-up, la jambe du diable. Son combat contre Jabura est très court, mais en même temps pour compenser l'humiliation qu'il a subie face à Khalifa, il fallait montrer qu'il était quand même au niveau d'une épreuve pareille. Et il y arrive parfaitement, parce que son combat fait quelques chapitres à peine, et il le bat vraiment sans aucune difficulté. Je parlais de Khalifa, mais son combat contre Nami est aussi intéressant, à son niveau en tout cas. Hormis la nouvelle technique de Nami, qui est très inventive et qui montre que son potentiel est trop sous-estimé, tout ce que je peux dire de ce combat, c'est que je comprends pourquoi c'est ce combat-là qu'a choisi de redessiner Boichi. Oda savait clairement ce qu'il faisait. Les combats de Franky et de Chopper sont un peu plus accessoires, quoique c'est intéressant de voir les effets secondaires de la Rumble Ball. Ça me fait d'ailleurs penser que sa forme de monstre pourrait être une sorte d'éveil temporaire du fruit de l'humain. Dans le monde de One Piece, les détenteurs de Zoan peuvent se faire envahir par une sorte d'instinct sauvage quand ils éveillent leurs fruits. Et Chopper a les mêmes yeux que les gardes d'Impel Down qui eux aussi ont éveillé leurs capacités. Sniper King n'a pas d'adversaire à proprement parler, mais cet arc de One Piece nous montre à quel point c'est un tireur d'exception. Il arrive à secourir Robin depuis le haut de la tour de la justice, et les moments où on le voit en action d'aussi loin sont rares dans tout le manga. J'ai l'impression qu'en plus de ne pas assez le développer, Oda manque aussi des occasions de juste le mettre en valeur. Mais globalement, je vais aussi profiter de ce moment où je parle des combats d'Enies Lobby pour affirmer haut et fort que c'est cet arc qui a les meilleurs gags de tout le manga. Entre Zoro qui se sert de Sniper King comme d'un sabre parce qu'il est menotté, de Franky qui devient plus calme parce qu'il a bu un jus de légumes, ou de la chute de Sniper King du haut de la tour, cet arc est beaucoup trop drôle. Je l'ai dit il y a quelques minutes, le combat le plus intéressant est bien celui entre Luffy et Lucci. Les deux adversaires sont des personnages qu'absolument tout oppose. Pour terminer cette saga autour de l'équipage, qui de mieux qu'un homme n'ayant absolument aucun attrait pour le travail d'équipe et qui n'est intéressé que par la puissance de ses collaborateurs. Lucci est ce qu'on pourrait appeler un sociopathe. Il n'éprouve pas spécialement d'émotion et il n'est attiré que par la potentielle puissance de ses adversaires. C'est pour ça qu'un marine raconte son histoire. Alors qu'il avait 13 ans, il a exécuté les otages qu'il était censé sauver, pour la seule raison qu'il les estimait trop faibles. Il est au final à l'image de son fruit du démon, c'est un chasseur, vivant pour lui-même et pour les proies qu'il chasse. C'est un des meilleurs antagonistes jamais écrits par Oda, pas forcément le plus puissant, mais un des plus mémorables, ça c'est sûr. Luffy est son parfait contraire, un capitaine rempli d'empathie et de bonté, prêt à donner sa vie pour les gens en qui il a confiance. Et c'est quelque chose qu'il est prêt à imposer à son ennemi à grands coups de Gear Second et de Jet Pistol dans la tête. Le combat est épique jusqu'au bout, et le moment où Usopp enlève son masque pour encourager Luffy est à la fois touchant et épique. Il met sa fierté de côté pour que l'homme qu'il respecte plus que tout, son capitaine, se relève et mette Lucci à terre. C'est un moment assez éclipsé en format papier, mais elle est giga épique en animé, le travail des seiyuu des deux personnages est incroyable, allez voir la scène si vous ne la connaissez pas. Ce combat se joue en parallèle d'une bataille pour le reste de l'équipage, qui lutte pour créer une sortie au beau milieu d'un Buster Call. D'ailleurs je me demande, est-ce que la marine aurait vraiment été prête à raser une île aussi importante qu'Enies Lobby? Autant pour Ohara, même si c'était une île remplie de gens intelligents et qui aurait pu servir le gouvernement mondial, ils ont pu réécrire l'histoire. Mais est-ce qu'ils auraient pu faire la même chose avec un endroit aussi important pour le GM lui-même? Bref, on ferme la parenthèse, tout le monde a des difficultés pour s'en sortir, surtout Zoro qui perd un sabre face à un soldat qui a le fruit de l'oxydation. Sérieusement, il y a vraiment des fruits du démon pour tout, mais tout le monde finit par s'en sortir grâce à une aide complètement inattendue. La vérité c'est que pendant tout ce temps, l'équipage au chapeau de paille n'a jamais compté 7 membres, mais bien 8. Leur dernier compagnon est venu les chercher tout seul, habité par la volonté de faire un dernier voyage, le Vogue Mary. La scène des adieux est poignante, c'est clairement pas pour rien que certaines personnes disent qu'Oda peut maîtriser les émotions de son récit. Il a réussi à faire pleurer des millions de personnes pour un simple bateau, parce que plus qu'un navire, on se rend compte depuis quelques dizaines de chapitres qu'Oda en a fait un être vivant, avec des émotions et des désirs. Le voir s'enfoncer dans la mer sans pouvoir faire le reste du voyage avec l'équipage, ça fend le cœur et ça marche. L'arc Enies Lobby se termine certes par une victoire contre le gouvernement mondial, mais aussi par la perte d'un de leurs plus fidèles compagnons. D'habitude, l'épilogue d'un arc nous donne quelques informations sur ce qui va se passer ensuite. Mais cette fois-ci, Oda n'a pas fait les choses à moitié. Le post Enies Lobby est rempli d'informations, mais aussi de nouveaux personnages et de nouveaux objectifs.
On va commencer dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, on nous introduit à un des personnages les plus importants de la marine. Et quelle surprise de savoir qu'il s'agit en plus du grand-père de Luffy, Monkey D. Garp. Si jamais des gens ont découvert One Piece grâce au live action, sachez que c'est à ce moment, au chapitre 431, qu'on découvre le personnage, et pas pendant l'arc East Blue. Il nous donne des éléments assez importants comme l'existence des 4 empereurs et le fait que Shanks en soit un. Mais surtout l'existence et le nom du père de Luffy, Monkey D. Dragon. Cette révélation s'ensuit de l'introduction d'un 3e camp, en plus des pirates et du GM, les révolutionnaires. Des activistes s'en prenant directement aux institutions. La deuxième grosse info est le retour de 2 personnages qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, Kobe et Hermep. Les 2 sont devenus les apprentis de Garp et il ne fait aucun doute qu'ils auront un gros rôle à jouer dans la suite. Kobe est destiné à devenir un fier soldat de la marine, donc pour qu'il puisse rivaliser avec son idole, il doit continuer à progresser. Parmi les petits indices qui sont disséminés ici, on a aussi la toute première mention du docteur Vegapunk, le plus grand scientifique qui travaille pour le GM. L'épisode du retour de Kobe s'achève sur le nom de la seconde partie de Grand Line et la nouvelle destination de Luffy, le Nouveau Monde. L'autre intrigue concerne le retour d'Usopp après tout ce qui s'est passé, et c'est à ce moment précis que j'ai compris pourquoi Zoro était le second de Luffy et le meilleur second qui soit. Il passe au-delà de son amitié pour Usopp et il reste objectif en disant que si ce dernier veut réintégrer l'équipage, il doit assumer tout ce qu'il a fait avant de revenir. Parce que même si Luffy acceptera avec plaisir d'accueillir Usopp, il doit aussi se faire respecter sous peine de détruire l'équipage. Jusqu'au dernier moment, tout le monde reste sourd aux paroles d'Usopp jusqu'au moment où il craque et finit par s'excuser. Mine de rien, c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel, parce que même s'il est le plus normal de la bande, il a beaucoup d'honneur et il a compris de lui-même qu'il était dans l'erreur. Il finit par assumer et ça le fait grandir en tant qu'homme. J'espère qu'Arbaf le mettra en valeur comme dans toute cette saga. Et pour la terminer comme il se doit, j'aimerais qu'on finisse cette vidéo sur la présentation du tout nouveau bateau de l'équipage. Le Thousand Sunny reprend le flambeau du Vogue Mary. Franky dit d'ailleurs qu'un bout de son âme se trouve à l'intérieur, et il semble plus à même de partir à la quête du Nouveau Monde. Il est constitué d'un bois très spécial, le bois d'Adam, dont était aussi constitué le navire de Gold Roger. Dans la précédente vidéo, j'avais dit que le flashback de Franky établissait un parallèle entre l'ancien roi des pirates et le futur nouveau. Et ben je parlais de ça. Tom a fabriqué l'Oro Jackson et son apprenti a créé le Thousand Sunny. On sait qu'Oda adore faire des parallèles entre le passé et le présent, et là ça fait aucun doute. Et c'est à son bord que les Mugiwara partent à la conquête de leur prochain objectif, le Nouveau Monde. Sauf que ça s'arrête pas là. La fin de l'épilogue se divise en 2 confrontations, la première entre 2 empereurs, Shanks et Barbe Blanche, et l'autre entre Ace et Barbe Noire. Les combats en question n'auront jamais de fin dessinée, mais ils ont tous les deux en commun un lien avec un arc charnière de One Piece, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, Marineford. Maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai autant insisté pour parler des 3 arcs à la suite. Pour moi, ils sont indissociables les uns des autres, un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes. Et au final, Oda a raconté une histoire somme toute assez basique, avec la situation de départ, l'élément perturbateur et la résolution, le tout espacé sur environ 120 chapitres. Et honnêtement, j'aurais carrément pu faire une quadrilogie autour de cette histoire, parce que je trouve que l'arc Thriller Bark apporte une sorte d'épilogue à l'épilogue. Par exemple, Usopp qui questionnait son rôle dans l'équipage, se retrouve face à un adversaire qu'il est le seul à pouvoir vaincre, grâce au pouvoir de la dépression. En plus de ça, Thriller Bark est un arc où tout l'équipage est soudé, tout le monde se fait confiance et ça se voit. Après une tension aussi forte qu'à Enies Lobby, les voir ne pas douter de l'autre, ça semble être la suite logique. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas intégré, c'est qu'entre temps, un certain flashback est sorti. Je vous dirai rien si vous n'êtes pas à jour, mais je trouve qu'il apporte une certaine profondeur à un personnage qui y intervient. Donc quand je parlerai de Thriller Bark, il faudra être à jour, vous êtes prévenus. Pour revenir au sujet de la vidéo, aucun des 3 arcs n'est acheté, même si on les prend individuellement. Même si le Devil Backfight est un arc full second degré, mais j'en ai déjà parlé. Et réunis, ils permettent d'approfondir les liens entre les personnages, et de nous donner une nouvelle vision du monde dans lequel ils évoluent. L'institution qui est censée représenter la justice n'est pas si juste que ça, et elle est capable des pires atrocités, et les pirates qui sont censés être les méchants de l'histoire sont capables de faire preuve d'une solidarité à toute épreuve. Luffy a passé un cap en tant que capitaine, et à tous les niveaux. Il assume davantage ses responsabilités de capitaine, et il est maintenant capable d'affronter des adversaires beaucoup plus puissants en exploitant une nouvelle facette de son fruit. Bon, il peut toujours pas rivaliser avec Aokiji, mais ça va venir. Bref, cette trilogie est une immanquable dans l'histoire du manga, et j'espère sincèrement que des gens continueront à la découvrir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et pour certains cette petite trilogie, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais envie de changer un peu ma façon de présenter les arcs de One Piece, et je n'imagine pas ces 3 arcs présentés séparément. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'arc Enies Lobby en commentaire, je suis très curieux de voir ce que vous en pensez, et si vous avez la même vision que moi dessus. Sinon, je vous fais les rappels de base, si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Je pense que pour commencer cette année 2024, on va commencer par viser le palier des 2000 abonnés. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.